est-ce que l'État, avec tout ce qu'on déploie comme politique, avec tous les fonds qui sont décaissés, arrive vraiment à créer un écosystème pour permettre aux jeunes Ivoiriens de pouvoir créer des entreprises et de pouvoir mieux s'en sortir? La question vraiment reste encore posée parce que quand vous regardez notre écosystème, vous verrez que en Côte d'Ivoire particulièrement, vous avez le sentiment que les secteurs d'activité sont déjà bouclés, plus ou moins. Ça va? Bouclés, comment? Oui, ça dit que vous voulez vous lancer dans un secteur d'activité. Quand vous poussez, vous allez vous rendre compte qu'il y a les parrains du secteur. Quand on regarde les défis de notre économie, on se rend compte que depuis des décennies, pratiquement, si c'est sur le plan d'aide aux entrepreneurs, nos différents gouvernements ne font pas grand-chose. En tant qu'entrepreneur, vous êtes confronté à de nombreux défis tout au long de votre parcours. Des obstacles inattendus peuvent surgir, mettant à l'épreuve votre détermination et votre capacité à innover. Effectivement, entreprendre, c'est se lancer dans une aventure jalonnée de défis aussi stimulants que complexes. Dans cet engrenage d'épreuves, quel est le rôle de l'État en termes évidemment de soutien? Nous répondrons à cette problématique dans ce podcast. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir sur Alerte Info News. Podcast ce jour avec l'économiste entrepreneur SM Mondry. Merci d'être là. Merci Déborah. Aujourd'hui, nous parlerons du rôle de l'État face aux défis des entrepreneurs. On parle justement de l'État ivoirien. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Peut-être en parallèle, on pourra l'étendre à d'autres pays, mais pour l'heure, on est en Côte d'Ivoire. Avant de parler de l'implication du rôle de l'État, on va mettre l'accent sur les défis des entrepreneurs. Quels sont ces défis-là? Parler des défis des entrepreneurs ici en Côte d'Ivoire, les défis, on peut les voir dans plusieurs sens. On peut les voir dans plusieurs sens. Mais déjà, peut-être on peut classer les défis en fonction des priorités. Déjà, le financement d'une activité représente un élément important, crucial. Donc déjà, je dirais qu'avoir un financement pour financer son activité, pouvoir financer son activité, représente un des défis les plus importants. Mais aussi, il faut tenir compte aussi de l'écosystème dans lequel nous sommes. Ça va, quand je dis écosystème, vous savez, lorsque vous voulez vous lancer dans une activité, il y a ce qu'on pourrait appeler le marché en aval et puis il y a le marché en amont. Voilà. Donc, à ce niveau-là, il faut comprendre que votre marché en aval, c'est là où vous partez puiser vos ressources pour pouvoir lancer votre production. Et votre marché en amont, c'est là où vous allez, je dirais, écouler votre produit. Donc, à ce niveau, il faut bien comprendre que lorsque vous êtes dans un écosystème qui ne favorise pas, je dirais, dont les différents éléments nécessaires à votre production n'y sont pas, ça peut représenter aussi un défi. Voilà. En termes d'écosystème, par exemple, vous voulez produire du pain, je dis n'importe quoi, vous avez besoin forcément de la farine de blé. À vous entendre, les défis, il n'y en a pas non plus. Hein. Est-ce qu'on peut s'étaler sur 3 défis majeurs? Vous avez parlé du financement, j'imagine que c'est un défi majeur. C'est l'écosystème et puis la question des institutions. Voilà, donc oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a plusieurs défis, mais on peut essayer de s'intéresser à des défis de façon spécifique. Voilà, comme vous venez de le dire. Déjà, concernant le financement, les banques n'accompagnent pas la plupart du temps les jeunes entrepreneurs. Voilà, les banques n'accompagnent pas. Et ça représente vraiment un défi. Comment mobiliser les fonds nécessaires pour pouvoir financer un projet. Ça représente vraiment l'un des défis majeurs. Maintenant, j'ai parlé aussi de l'écosystème qui peut véritablement poser un problème. Parce que lorsque vous voulez vous lancer dans un secteur d'activité, des fois, vous n'avez pas toutes les cartes. Ou plutôt, il peut y avoir une certaine difficulté quant à la ressource humaine même nécessaire pour pouvoir vous aider, vous accompagner dans le projet que vous voulez lancer. Je dis n'importe quoi. Si vous voulez, par exemple, je reviens encore sur la question du pain. Si vous voulez produire du pain, vous peut-être trouver un pâtissier. Voilà. Et
si les structures ici, quand je parle de l'école, lorsque je parle ici de l'institution, par exemple, l'école est une institution. L'école met à la disposition des entrepreneurs, des personnes ressources qui vont aider ces entrepreneurs à pouvoir réaliser leur production. Mais imaginez-vous que vous avez du mal à trouver un pâtissier compétent sur le marché. Ouais. Là, ça met en mal un peu les institutions pour dire véritablement est-ce que nos structures produisent la ressource humaine adaptée pour aider les entrepreneurs à pouvoir réaliser leur production. Monsieur, vous avez dit ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a un rapprochement parlant de l'écosystème? Est-ce qu'il y a une similarité, surtout côté Afrique d'abord? Là, ce qu'il faut comprendre, dans le domaine de la création d'entreprises, dans le domaine de tout ce qui est marché et tout, vous savez, c'est des choses qui évoluent. C'est des choses qui évoluent et ce que je sais, c'est que il y a des pays qui essayent de pouvoir être au parfum de tout ce qui se fait, je vais dire, à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur de leur pays. Je veux parler par là de ce qu'on pourrait appeler par exemple ici la veille. Vous savez, des fois il y a des pays qui font de la veille, ça va, pour non seulement pour les entreprises locales, mais ils vont même souvent au-delà même de leur pays pour pouvoir soutenir leurs entreprises à pouvoir se déployer sur le plan international. Parce que le monde des affaires, c'est un monde qui bouge beaucoup. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, quand on regarde le cycle de vie des produits, même qui est devenu très très court, ça veut dire que lorsqu'un produit est sur le marché, la concurrence est telle que le produit a un cycle de vie qui est assez court. Et donc, face à un environnement aussi instable, avec tout ce qui se passe, ça fait qu'il y a des pays qui quand même essayent de faire en sorte qu'il y ait de la veille pour pouvoir être informé, parce que la veille, l'objectif de la veille, c'est d'être capable de pouvoir anticiper sur d'éventuels problèmes. Donc ça fait que lorsqu'on met en place, lorsqu'on a une stratégie de veille dans notre pays, ça nous permet d'être en éveil sur tout ce qui se fait. Et puis bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet à l'État d'avoir les cartes pour pouvoir comprendre les différentes transformations par rapport aux activités. Et puis, à ce niveau, aider, je dirais, les entrepreneurs à se préparer à d'éventuelles situations qui pourraient arriver à l'avenir. Vous avez mis... Oui, allez-y, continuez. Voilà, donc il est important de comprendre que le soutien de l'État, c'est vrai, on parle de financement, on parle de l'écosystème, mais tout ça est englobé dans une stratégie qu'on pourra appeler faire de la veille, comme souvent certains le font, pour pouvoir aider leurs entreprises à se déployer au niveau international et puis à créer un écosystème national qui aide les entrepreneurs à pouvoir s'en sortir. On comprend que vous abordez en même temps la question du rôle de l'État face aux défis de ces entrepreneurs-là, mais clairement, en Côte d'Ivoire, comment ça se passe? Les défis, on l'a dit, il y en a une panoplie. Exactement. Et comment l'État vient en aide à ces entrepreneurs qui, tant bien que mal, font l'effort de venir en aide au pays, même puisqu'ils contribuent à la croissance économique de ce pays-là? Je ne sais pas si je dois dire qu'on devrait quand même s'interroger sur cette question de la contribution de l'État quant à l'aide que l'État apporte pour permettre aux entrepreneurs ivoiriens d'être dans de bien meilleures postures. Parce que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'il y a vraiment une étude qui nous permet d'avoir des informations assez crédibles sur la question. Voilà. Parce que, est-ce que l'État, avec tout ce qu'on déploie comme politique, avec tous les fonds qui sont décaissés, arrive vraiment à créer un écosystème pour permettre aux jeunes Ivoiriens de pouvoir créer des entreprises et de pouvoir mieux s'en sortir? La question vraiment reste encore posée parce que quand vous regardez notre écosystème, vous verrez que en Côte d'Ivoire particulièrement, vous avez le sentiment que les secteurs d'activité sont déjà bouclés, plus ou moins. Ça va? Bouclés, comment? Oui, ça dit que vous voulez vous lancer dans un secteur d'activité,
Quand vous poussez, vous allez vous rendre compte qu'il y a le parrain du secteur. Ouais, le terrain est saturé, hein, voilà, en quelque sorte. D'accord. Et donc, cette façon de faire fait que des fois, vous voulez vous lancer dans un secteur d'activité, vous vous rendez compte que il y a des parrains qui dominent le secteur d'activité et qui, des fois, ont un positionnement qui fait que vous avez du mal à vous positionner. Voilà. Ça aussi, c'est une réalité. Et donc, en économie, on parle ici de le marché en lui-même. On dit le marché doit être, on doit avoir de l'atomicité dans le marché quand on parle ici de la concurrence pure et parfaite. Ça veut faire en sorte que sur le marché, on ait des entités qui n'ont pas un poids supérieur à d'autres. Ça veut faire en sorte qu'on n'ait pas des requins sur le marché. C'est pas si vous mettez des requins et des tilapias dans une même barre, c'est clair que les requins vont manger les tilapias. Ça, c'est sûr. Voilà, donc quand on est dans un écosystème où l'État fait en sorte qu'il n'y ait pas de gros poissons, comme on le dit, mais plutôt de gros requins, ça, les économistes s'appellent l'atomicité du marché. Faire en sorte qu'on ait donc c'est à cela que l'État, hein, en fait, doit s'exercer, doit s'investir. C'est sur ce parce que la concurrence en elle-même n'a jamais existé sur le marché. Aucune entreprise ne veut de la concurrence. Sans franc. Ouais. Voilà. Moi, je ne veux pas de la concurrence, je veux être sur le marché. En même temps, ça devient un défi pour les entreprises. Les entreprises veulent avoir une situation de monopole sur le marché. Voilà. Et donc, si l'État n'essaye pas de venir créer cette concurrence-là pour qu'elle soit une concurrence véritable, mais il va sans dire que les entreprises vont user des stratégies, soit elles vont faire des alliances ça et là pour pouvoir dominer un secteur d'activité. Donc des fois, vous allez vous rendre compte que vous voulez vous lancer dans un secteur d'activité, mais vous ne comprenez pas comment se fait-il que vous n'arrivez pas véritablement à avoir toutes les cartes pour pouvoir lancer votre activité. Il y a des interrogations. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que l'État ivoirien vient quand même en aide aux entrepreneurs? Parce qu'on a vu également quelques fonds qui ont été éjectés dans si tel est le cas, je pense que je n'ai pas les chiffres pour pouvoir apprécier vraiment cette réalité, mais je pense que même si l'État aide les entrepreneurs ivoiriens à se réaliser, l'aide n'est pas assez concrète. Voilà, l'aide n'est pas assez concrète. Et puis aussi, il faut retenir que quand on regarde les défis de notre économie, on se rend compte que depuis les décennies, pratiquement, si c'est sur le plan d'aide aux entrepreneurs, nos différents gouvernements ne font pas grand-chose. D'accord. Vous parlez en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'économiste, vous êtes également entrepreneur et d'abord économiste. Au-delà du fait que je sois entrepreneur, parce que ce qu'on a vu il y a de cela des années, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours confronté aux mêmes défis. D'accord. Qu'est-ce que vous aurez voulu? On est en train de terminer l'émission. C'est ce qui, des fois, me dépasse. Parce que on ne peut pas comprendre que nous sommes dans un système où aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, après combien d'années d'indépendance, on est dépendant en termes de production de riz. Ça, c'est pas moi qui le dis. On n'a pas encore atteint l'autosuffisance. Nous sommes dépendants en termes de production de poissons, nous sommes dépendants en termes de production de, comment on appelle ça, de bovins, capris, tout ça, les moutons et tout, les capris, les bœufs et tout. Donc tu vois que sur le plan même des différents secteurs d'activité, des différentes productions, on a un déficit partout. Donc on se pose la question de savoir, mais en clair, s'il y a un déficit, ça veut dire que quelque part, il y a un manque à gagner, il faut investir, il faut que des jeunes Ivoiriens s'investissent par exemple dans la production de poissons. L'État doit aider ces jeunes-là. Par exemple, voilà. Maintenant, si on constate que des années après encore, le système persiste, on reste toujours en train de produire du riz, on reste toujours en train d'acheter du riz à l'international. Donc, ça doit nous interpeller, on doit se poser la question de savoir, mais tout ce que nos politiques mènent comme action, en clair, ça consiste à quoi? Est-ce que ça consiste à permettre à l'État ivoirien d'avoir la capacité de pouvoir produire elle-même? Donc, ça, c'est des questions qu'on doit se poser. D'accord, c'est bien compris. Voilà, je pourrais même prendre d'autres exemples. Voilà, même les cahiers
Ouais. vendons sur le marché. Tu as bien une structure en Côte d'Ivoire ici qui produit des cahiers. Bon, je sais que ça existe, il y a des structures qui produisent les cahiers, mais dans le fond, vous allez voir que c'est des très grands groupes qui ont ces marchés-là et qui gèrent. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Si, par exemple, à Boaké, il y a une structure là-bas qui produit des cahiers pour Boaké. Si, par exemple, à Yamoussoukro, il y a une autre structure, peut-être que c'est des jeunes Ivoiriens qu'on va essayer de caser pour les aider à produire différents produits, par exemple, pour leurs autres. Mais ça aiderait. Mais ce n'est pas le cas. Vous vous rendez compte que dans différents secteurs d'activité, vous avez toujours cette façon de faire qui ne change pas depuis des années. Donc, on se pose la question véritablement, est-ce que l'État n'est pas ami avec ceux qui veulent... Ah bon, jusqu'à ce point. On ressent que M. Sandri a beaucoup à dire. Effectivement. Ce qu'on va faire, on va faire peut-être une deuxième partie de cette émission-ci, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses intéressantes en tout cas. Je vous dis. Merci bien. Je vous en prie. Et puis on se retrouve comme à continuer très prochainement. Super. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. Je vous en prie. Merci à vous, très chers internautes, d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez bien compris ce qui a été dit. Restez connectés sur Alert Info News. N'oubliez pas de liker cette vidéo, partagez-la et puis activez la cloche de notification. On se dit à très bientôt. Bye bye.